Les arrivées de la route du Rhum, c'est avec la région Guadeloupe et Suzuki Automobile Guadeloupe. Bonsoir à tous, nous sommes dans le cadre de la route du Rhum, mais j'ai voulu ce soir faire un clin d'œil au milieu du handicap. Pourquoi? Nous sommes donc dans la semaine du handicap et je voudrais saluer toutes ces personnes qui font partie de nous et malheureusement qui trop souvent sont en retrait, qui trop souvent sont encore marginalisées au sein de notre société. J'en profite pour saluer toutes les associations qui agissent dans ce domaine et particulièrement une association qui me tient à cœur, l'association Handicap Guadeloupe, une association que je côtoie de très près et je connais bien sûr l'implication de son président, M. Thierry Panol. Je connais aussi l'implication de toutes ces personnes qui s'occupent des usagers et qui sont des personnes de cœur et au cœur, je vais dire, de cette problématique qu'est le handicap. Un grand bravo donc à tous ces professionnels qui s'occupent de toutes les personnes en situation de handicap en Guadeloupe. Donc voilà, la route du Rhum, c'est vrai, c'est une fête, mais je pense que c'est aussi une belle opportunité pour porter une cause noble. Et aujourd'hui, je serais tentée de dire que le handicap nous concerne tous. Le handicap, c'est nous. Et toutes ces personnes qui sont touchées font partie de nous. Voilà, c'était mon petit clin d'œil, mon petit coup de cœur au début de cette émission. Nous avons plusieurs invités sur ce plateau. Un plateau qui va tourner puisque nous sommes dans un cadre plus ou moins restreint, quoique nous ayons une étendue d'eau autour, mais notre plateau est plus ou moins restreint. Donc nous aurons deux invités à chaque fois. Tout d'abord, nous aurons M. Raymond Otto, que vous connaissez bien, qui est sociologue, anthropologue. À ses côtés, nous avons Mme Sandra Dupuis, qui est directrice du CERAC. Le CERAC, qui est l'association et centre de formation, apprentissage de la langue des signes. Et sur le prochain plateau, nous aurons M. Patrice Saint-Aurette, qui est vice-président de l'UDAG, qui est l'Union des aveugles de la Guadeloupe. Il est non-voyant. Et puis, nous avons voulu avoir aussi une malentendante en la personne de Christelle Sabin. Voilà pour une présentation succincte de notre plateau. Madame, monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir, merci. Madame Dupuis, je débuterai par vous rapidement. Parlez-nous du CERAC, rassurez-vous, nous y allons doucement. Parlez-nous du CERAC en quelques mots. Comme vous l'avez très bien présenté, CERAC, c'est donc une association et un centre de formation. Ça fait plus de 20 ans maintenant que nous sommes en Guadeloupe et nous œuvrons pour une meilleure acceptation du handicap, tout handicap confondu et plus spécifiquement des personnes sourdes et malentendantes et pour une meilleure accession de ces publics à la vie sociale, culturelle et professionnelle, que ce soit en Guadeloupe, en Martinique ou en Guyane. Voilà, donc vous rayonnez sur les 3 départements. Alors, combien de formateurs, et je vais axer surtout sur la langue des signes, puisque je vais poursuivre avec d'autres questions, combien de formateurs accueillez-vous chaque année? Vous parlez de formateurs ou des formateurs élèves? Nous avons 2-3 formateurs sur place en Guadeloupe qui donc enseignent la langue des signes. D'accord, donc des permanents? Absolument, des permanents. L'idée de cet enseignement, alors nous avons à la fois des cours de langue des signes, mais nous mettons aussi en place des ateliers bébé signes. Ce sont en fait 2 types de formations tout à fait différentes. Les cours de langue des signes, ça peut aussi être pour des collégiens ou des lycéens qui veulent présenter l'option langue des signes au bac. Donc on a vraiment des cours, que ce soit en journée, en soirée ou en intensif pendant les vacances scolaires. Et nous mettons aussi en place des ateliers bébé signes. Alors ça, c'est vraiment pour tous les parents, par exemple, qui n'ont pas obligatoirement des enfants sourds, mais qui veulent en fait avoir un lien de meilleure qualité avec leur bébé. Et donc vont apprendre des chants signes, vont apprendre le babillage en langue des signes. Et le bébé, avant même qu'il ait la maturité au niveau des cordes vocales, peut déjà commencer à s'exprimer en langue des signes. Donc c'est une vraie découverte et c'est aussi un sas pour plus tard, si jamais ces personnes veulent poursuivre au niveau de la langue des signes. La langue des signes, au-delà de l'apprentissage, c'est vraiment l'épanouissement d'une langue complètement différente par rapport à toutes les autres langues. Mais il faut quand même savoir qu'en Guadeloupe,
Nous ne sommes pas bilingues, mais nous sommes bien trilingues. Il y a à la fois le français, le créole et la langue des signes. Il y a toute une communauté pour qui la langue des signes, c'est leur langue naturelle. Donc on est bien trilingue en Guadeloupe. Alors justement, et vous avez anticipé un petit peu une question, alors juste avant, combien d'élèves ou de stagiaires avez-vous chaque année? Ouh, alors ça on en a pas mal parce qu'en fait à la fois on fait des cours de langue des signes à Sérac, hein, mais on se déplace aussi dans les établissements scolaires pour enseigner, que ce soit vraiment un atelier découverte langue des signes ou que ce soit des cours approfondis au niveau de la langue des signes. Donc on a quand même pas mal d'élèves, plus d'une centaine de personnes qui passent par Sérac tous les ans, c'est un minimum, hein. Est-ce qu'on peut dire que les parents, les familles s'attachent justement à apprendre la langue des signes? Je pense qu'en fait, la langue des signes ne laisse pas du tout indifférent. On aime ou on n'aime pas. Ah. C'est quelque chose de très instinctif, de très particulier parce que ça engage le corps, c'est très corporel, c'est gestuel, c'est non-verbal, c'est du mime. Et les gens, ou ils aiment et ils y vont à fond, ou ils n'aiment pas, et au bout de quelques cours, ils disent non, c'est vraiment pas pour moi. Donc c'est pas dans l'indifférence, c'est ou on aime, ou on adore, ou on n'aime pas. Voilà. Est-ce qu'on peut dire que tout parent d'enfants ou d'adultes autistes devrait apprendre la langue des signes? Je pense que c'est une démarche très personnelle et je pense que particulièrement l'autisme, il y a tellement de cas différents de personnes en situation de handicap telles que les autistes, je pense que c'est vraiment très particulier. Il n'y a que des situations particulières. Si ils en ont envie, ils peuvent essayer, venir voir si ça peut ensuite correspondre et répondre à leur attente. Ce n'est ni systématique, ni c'est pas une baguette magique. C'est un mode de communication et voir et creuser si ça peut en effet correspondre à leur attente. Oui, mais vous avez dit nous sommes trilingues, donc ça voudrait dire que chaque Guadeloupéen devrait apprendre la langue des signes. Ah mais c'est un rêve, banalisons la langue des signes, rendons-la vraiment, c'est un vrai épanouissement personnel, c'est une vraie découverte linguistique. Au-delà de se dire que dans ma famille j'ai un sourd, j'ai un enfant sourd, une tante sourde, c'est une langue très riche qui gagne à être connue. Et le rêve que nous pouvons avoir, et ça résoudrait pas mal de problèmes au niveau justement de l'accessibilité, au niveau de la communication, c'est qu'on développe la langue des signes. Et malheureusement, c'est beaucoup trop restreint encore aujourd'hui. Alors je reprends une phrase qui se trouvait au niveau d'un dossier de presse où il est dit que il existe un petit monde sans parole. Alors est-ce qu'il est facile d'y pénétrer ou est-ce que bon, ce petit monde, nous le regardons de loin sans pouvoir y accéder? La difficulté qu'on a avec les personnes sourdes, c'est qu'elles communiquent en langue des signes. Et donc il y a une réelle frustration pour rentrer en fait en contact avec ces personnes. Parce qu'il y a une vraie barrière de langue. Quand vous êtes à l'étranger et que vous ne maîtrisez pas du tout la langue du pays et que vous n'arrivez pas à avoir une langue commune telle que l'anglais, là vous commencez à mouliner, à chercher un bout de papier, à faire du mime, etc. On est très rapidement frustré. Eh bien, quand on se retrouve face à ces publics-là et qu'on est entendant et qu'on ne connaît pas du tout la langue des signes, on a parfois une crainte et parfois une vraie frustration. Donc ce n'est pas du tout évident de rentrer en communication avec ces personnes, d'autant plus que c'est un handicap invisible. On croise tout le temps des personnes sourdes ou malentendantes dans la rue sans absolument le savoir. Ce n'est qu'à partir du moment où on rentre en communication avec ces personnes, excusez-moi monsieur, excusez-moi madame, est-ce que vous auriez l'heure, qu'on se dit « Tiens !» Elle ne parle pas bien, elle ne m'a pas compris, elle a un appareil auditif. Et là, ça nous interpelle. Mais vraiment, la déficience auditive a quelque chose d'un peu sournois. C'est que malheureusement, ce n'est pas du tout un handicap visible. Est-ce qu'il est plus facile aujourd'hui de communiquer avec ces personnes? On sait qu'il y a des appareils auditifs bien très élaborés. On sait qu'il y a des avancées au niveau technologique. Donc, on peut se dire honnêtement qu'il est plus difficile aujourd'hui de communiquer avec ces personnes. Alors en fait, vraiment pour avoir connu la Guadeloupe avant Internet, la révolution Internet et la révolution du téléphone mobile a été une merveille. Un nouveau monde numérique et ce qui a permis une facilité de communiquer avec les sourds et malentendants. Vous donniez rendez-vous avant, vous pouviez attendre 3 heures sur place, aucune possibilité de contacter le sourd, fallait rentrer chez soi, attendre le fax, etc.
Aujourd'hui, avec les téléphones mobiles, il y a plein d'applications qui permettent d'avoir des communications en direct. C'est un confort extraordinaire. On a maintenant des sites internet avec une accessibilité, langue des signes, sous-titrage, etc. C'est une vraie révolution et ça va vraiment vers quelque chose de beaucoup plus positif, vers une accessibilité répandue. J'aimerais quand même rebondir sur ce que vous dites. Est-ce qu'il n'y a pas une fracture ou une marginalisation quand même de ces personnes au niveau médiatique? Parce qu'on voit qu'il y a des programmes, mais très peu, qui sont justement traduits avec les signes. Donc, est-ce qu'on peut dire que ça a tant avancé que ça? Alors en fait, il y a vraiment deux choses. Il y a les médias télévisés à la télévision pure, oui, où là, malheureusement, il y a encore énormément d'efforts à faire. Mais vous avez aussi tout ce qui est Internet, où aujourd'hui, il y a des journaux télévisés qui sont spécifiques pour les sourds, du sous-titrage, de la langue des signes. En fait, la révolution, c'est sur Internet. On a encore beaucoup d'efforts à faire sur les médias télévisuels. Ça, les médias classiques, oui. On a encore beaucoup de choses à mettre en place, malheureusement. Alors j'y vais franco, il y a quelqu'un qui me disait, qui fait partie d'un média, qui me disait oui, on a la bonne volonté pour que ça se fasse, sauf que ça coûte trop cher. Ah oui. C'est vrai, c'est compliqué parce que ça nécessite beaucoup de préparation en amont. Il faut rajouter le sous-titrage et il faut la présence d'un interprète sur place sur le plateau. Oui. Donc en fait, la présence humaine d'une personne sur un plateau, ça veut dire disponibilité, ça veut dire derrière tout un service. On ne peut pas être qu'avec qu'une seule personne. Il faut des compétences, il faut plusieurs personnes. Voilà, ça devient quelque chose d'assez lourd. Mais aujourd'hui, on réfléchit à une possibilité, si vous voulez, de faire ça à distance, via justement les services d'interprètes à distance, avec peut-être cette possibilité d'avoir des émissions telles que la vôtre qui sont enregistrées, où ensuite on va rajouter l'encart avec l'interprète en langue des signes et le sous-titrage. Ça ne sera pas du direct, ça sera du différé, mais à la limite, ce qui compte, c'est que ce soit accessible, oui, même si ce n'est pas accessible dans la minute, ça peut être accessible dans la semaine et c'est tout ce qui compte. Donc je pense que c'est là-dessus qu'on a beaucoup de choses à faire. Et il faut absolument rentrer en contact avec ces médias pour leur dire c'est possible. Alors on a parlé beaucoup, avant de passer la parole à Raymond Otto, on a parlé beaucoup des sourds, des malentendants, mais des non-voyants. Alors là aussi, pas de frustration pour quiconque, parce que M. Saint-Aurette tout à l'heure va me tirer les oreilles, et ça je ne veux pas. Donc les non-voyants, alors est-ce qu'on peut dire qu'on vit la même problématique ou pas? Alors, est-ce qu'il y a un décalage entre les deux? Il y a plus d'avancées au niveau des non-voyants qu'au niveau des autistes. Comment on peut aborder la question? C'est intéressant votre question parce que là, on est sur le handicap sensoriel. Et c'est vrai, lorsque l'on parle du sensoriel, il y a d'un côté les sourds et les malentendants avec des problématiques tout à fait spécifiques aux sourds et aux malentendants. Et vous avez de l'autre côté les malvoyants, les aveugles, etc., qui ont aussi d'autres problématiques absolument différentes. Même si on est dans le handicap sensoriel, en fait, on n'est pas du tout sur les mêmes problématiques. Et je pense que M. Saint-Aurette aura beaucoup de choses à vous dire par la suite. C'est vrai que nous, on est vraiment spécialisés sur la malentendance, la déficience auditive et l'accessibilité de ces publics-là, c'est-à-dire sous-titrage et langue des signes. D'accord. C'est vrai que quand même, vous avez dit que les sourds et malentendants, ça ne se voit pas, on aborde les gens, mais aussi les malvoyants, les aveugles. Et j'en prends pour exemple tout à l'heure, lorsque je suis arrivée, j'ai tendu la main à M. Saint-Aurette. Il n'a pas pris la main, j'ai dit bon, c'est parce qu'il avait autre chose à faire, il est un peu préoccupé, je tends ma main à quelqu'un d'autre, et ce n'est qu'après, il m'a dit non, il est non-voyant. Donc là aussi, ça ne se voit pas, et tout ce qui ne se voit pas est quand même très difficile à aborder et à gérer par les autres. Mais je pense que c'est là où justement ce type d'anecdotes permettent de se rendre compte que parfois il y a des malentendus ou même des vexations qui ne sont pas du tout dues au fait qu'on est mal poli, mais simplement que le handicap fait qu'on n'a pas entendu ou on n'a pas vu. Mais plus on pourra l'aborder sur des plateaux de télé et en fait sur la place publique, plus on pourra aussi faire prendre conscience aux gens qu'il ne s'agit pas toujours de politesse, mais réellement qu'il y a une personne en situation de handicap en face de nous. Voilà. Et j'espère que ça va bien avancer, puisque, nous l'avons dit au début, c'est le lot de chaque Guadeloupéen, puisque le handicap fait partie de notre société, de ce fait, fait partie de nous. Raymond Otto, je sais que c'est un sujet qui vous passionne, parce que vous avez, vous aussi, beaucoup travaillé, et vous travaillez encore au niveau de ces personnes. Je continue à faire du bénévolat dans cette direction, puisque, comme Madame disait tout à l'heure,
la prise en charge chez nous, c'est très récent. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas 20 ans. Oui. Oui, c'est-à-dire que pendant longtemps, on a pensé que les fonds qui étaient dédiés aux personnes porteuses de handicap devaient parer à tout. Et en final de compte, personne n'avait compris que ces fonds-là étaient simplement dédiés pour compenser leur manque d'autonomie, ce qui n'était pas la même chose. Et en fait, on a volontairement ou involontairement traîné les pieds sur beaucoup de choses. On pense simplement pour... l'UDAG a déjà fait pas mal de manifestations pour qu'il y ait des signalétiques dans les centres-bourgs, dans les centres-villes et autres. Mais on a l'impression qu'en fait, ils sont dans un désert, que tant que la personne valide ne connaît pas un accident de vie et donc connaît un handicap, elle n'est pas sensibilisée. Moi, j'aime bien dire aux gens, oui, mon handicap, c'est ma vue. Et si on regarde, chacun de nous, nous avons un handicap que nous portons, sauf qu'en fait, on n'y met pas les mêmes valeurs. Alors, tout à l'heure, vous disiez qu'effectivement, la révolution du portage, c'est une bonne chose, mais moi, je suis bien d'accord avec vous, puisque la surdité qui va en découler aujourd'hui, puisque beaucoup de jeunes sont appareillés, les premières études en France sont arrivées à cause des écouteurs qui sont en permanence dans les oreilles. Donc, peut-être par ce biais-là, beaucoup plus de gens seront sensibles au vécu des personnes porteuses de handicap. Et la deuxième chose, c'est simplement au niveau de la sémantique des choses. S'il y a quelque chose qui m'a toujours atterré depuis 25 ans, c'est de voir souvent qu'on fait handicap et personnes âgées, comme si en fait c'était la même problématique. C'est pas la même problématique. Lorsque quelqu'un naît avec un handicap, c'est pas le fait de la vie, c'est pas le fait d'un accident de la vie. Or, on a commué ces deux sous-ensembles en disant que c'est la même problématique, c'est l'accessibilité. Mais en fait, c'est pas vrai. Lorsque vous naissez avec une déficience auditive, ben, vous vous construisez, vous apprenez à parer justement à la vie par vos propres moyens. Et lorsqu'on regarde l'histoire des territoires Guadeloupe, Martinique, Guyane, c'est avant tout les associations de parents qui ont fait avancer la prise en charge. Ce n'est pas le fait de l'État ni des institutions. Et donc ça montre bien qu'en fait, au plus haut sommet, et on le voit, on était censé faire l'accessibilité en 2005, on n'a pas fait, on l'a repoussé en 2015, là maintenant on est plus sur 2020-2030. Ça montre que même l'État, lui, n'est pas sensible à cette question. Et en pourtant, ne serait-ce que sur ce volet-là, plus de 5 millions de Français sont concernés par la déficience auditive. Tout à fait. A-t-on les chiffres pour la Guadeloupe? Bah, généralement, nos chiffres sont commués avec celui de la France. C'est ce qui a assez de surprenant. La spécificité locale n'existe pas, on va dire. Bah, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que souvent, lorsque une problématique qui n'en est pas une n'est pas prise en compte, bah, ça donne effectivement des modèles de construction où un non-voyant ou un malentendant ne peut pas s'y rendre. On a encore des ascenseurs qui ne sont pas phoniques. C'est pas normal. C'est-à-dire que depuis 25 ans, on en parle, mais on voit bien que, même au niveau architectural, les choses n'avancent pas. Il suffit simplement de regarder, on refait tout le temps les trottoirs en Guadeloupe, mais ils ne sont toujours pas adaptés pour les non-voyants. Ils ne sont pas adaptés non plus pour les chaises roulantes. Donc on voit bien qu'en fait, il y a une vraie volonté des associations de militer, mais en fait, le reste de la société semble se dire, c'est un petit monde, ils sont là dans leur truc, économiquement, ils ne représentent pas grand-chose. Donc Alors justement, et là, ça ne sera pas du tout un coup de cœur lorsqu'on regarde au niveau des supermarchés, des grandes surfaces et autres, hein, des lieux publics. Les fameuses places de parking. Oui, les places de parking, c'est à ne rien comprendre. Aujourd'hui, on parle de chantier d'insertion pour les jeunes, etc. Pourquoi à partir de chantier d'insertion chaque année, ou tant que le besoin se fait sentir, on ne refait pas le marquage des places réservées aux personnes en situation de handicap. C'est à peine si vous êtes sensibilisé, vous cherchez, vous dites, bon, est-ce que vraiment il y a une place pour les personnes en situation de handicap ou pas? On vous dit, oui, mais les gens se mettent sur les places. Mais si on ne voit pas que c'est une place réservée, comment fera-t-on pour ne pas se mettre dessus? Il y a ça, mais il y a aussi un fait. Les places réservées pour les personnes porteuses de handicap sont plus larges. Parce que quelquefois, les personnes ont des véhicules avec des ouvertures latérales. Et souvent, les gens se garent à côté. Donc, ce qui fait que même si la personne veut sortir ou rentrer dans son véhicule, donc il y a tout un apprentissage à faire. Et moi, je crois que la porte d'entrée, c'est l'école. Faire le marquage Raymond Auto pour que ça soit identifiable par tous. Mais ça, c'est la fin du problème. Moi, je crois que le début du problème, c'est vraiment... Et on s'est rendu compte, il y a une expérience qui avait été menée dans une crèche à Saint-Claude. Lorsqu'on met en lien des enfants, sans l'intervention des adultes, ben, naturellement, les enfants prennent en charge l'enfant qui est porteur de handicap. D'accord? Donc, il n'y a pas de stigmate. Et on se rend bien compte, c'est après que l'adulte dévie. Je crois que
très tôt, on devrait axer, si on veut qu'il y ait une inclusion réelle, parce que nous, on est les champions du monde des concepts, hein, on les aime bien, Oui. mais ça reste que dans l'énoncé. Et à mon sens, il faudrait que, on arrive à cela, mais de toute manière, on y sera contraint. Il suffit simplement de regarder le nombre d'accidents de la voie publique. Tous nos gamins là qui tombent de leur scooter, ben, c'est les futurs porteurs d'handicap. Donc il faudra faire quelque chose pour eux. C'est-à-dire que la société sera contrainte, celle de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de prendre en charge toutes ces problématiques, parce qu'en fait, ben, simplement, elles vont être imposées. Le travail tranquille, puisque je dis sur les 20 dernières années, on n'a pas beaucoup évolué sur ces questions-là, même si beaucoup de choses ont été faites. Hein. Je n'en disconviens pas, mais l'accent n'a pas été porté. Lorsqu'on voit pour l'accessibilité que la plupart des institutions ne jouent pas le jeu, lorsque vous avez dans une municipalité un service dédié aux personnes qui se trouvent au premier étage, ça veut dire que la personne âgée à faible mobilité ne pourra pas grimper les escaliers. La deuxième chose, c'est que la plupart de nos bâtiments ne peuvent pas être mis aux normes. Alors là encore, et on n'aura pas suffisamment de temps ce soir pour rentrer dans les détails, mais je vous entends bien. Mais lorsqu'on voit que les entreprises qui doivent justement avoir un quota de personnes en situation de handicap à l'intérieur de travailleurs en situation de handicap préfèrent payer l'amende que d'employer. Mais là, c'est autre chose. Donc là aussi, on se dit, si on doit disséquer, on se dit qu'il y a beaucoup à faire dans ce domaine-là. Parce que si déjà vous dites qu'ils ne sont pas accessibles, alors si ce n'est pas accessible, comment voulez-vous embaucher une personne en situation de handicap? La nuance de madame avait son intérêt. Nous avons, pour avoir, avant d'arriver en Guadeloupe, je m'occupais effectivement d'organiser tout ce qui était travelling et vacances de personnes porteuses de handicap. L'handicap fait peur, que ce soit ici ou là-bas. Il est très difficile pour les gens de supporter quelqu'un qui est porteur de handicap, surtout lorsque l'handicap est visible. Et cela, il va falloir qu'on travaille dessus parce que lorsque l'handicap est invisible, ça passe. Exemple, dans nos caisses, souvent, dans les supermarchés, il y a beaucoup de personnes qui sont en cécité auditive. Et il y a un petit panneau qui précise effectivement qu'elle n'entend pas. Donc en fait, les gens font un effort de la regarder puisqu'elle sait lire sur les lèvres. Mais sinon, pour les autres handicaps, nous avons un problème avec ça. Oui. Ce n'est que maintenant que nous avons intégré les chaises roulantes. Mais au départ, lorsque les gens voyaient quelqu'un avec une chaise roulante, les gens buguaient ou tiquaient. D'ailleurs, lorsque les premières personnes valides par accident de vie se sont retrouvées en chaise roulante et ont commencé à militer, mais les autres ne comprenaient pas en disant oui, mais est-ce que nous on se plaint? Sauf qu'en fait, tous les petits détails de la vie que vous ne voyez pas, exemple, c'est lorsque vous avez une cheville cassée et que vous avez 2 béquilles, que vous remarquez tous les petits trous qui sont sur le chemin. Et c'est là que vous commencez à vous poser des questions. Mais qui a pu mettre une porte aussi dure? Parce que tant qu'on est valide, on ne s'interroge pas sur toutes ces choses. C'est lorsqu'on devient, par fait de la vie, invalide, qu'on devient effectivement les plus fervents défenseurs. Et moi, j'ai vu le tournant en 2006 en Guadeloupe, où on a eu une espèce de boom d'accidents de la voie publique, où les personnes étaient effectivement dans différentes collectivités et les gens commençaient à militer pour, l'adaptabilité des bureaux. Oui. Et ça, c'est pas encore réglé parce que 9 fois sur 10, on peut faire jouer un tour, 2 tours, 3 tours et on fait un tour de magie et on s'organise pour mettre la personne dans un placard. Alors qu'en fait, porteur d'handicap ne veut pas dire absence de production. Porteur d'handicap, chose que j'ai vécue, lorsque vous voulez faire une inclusion d'un enfant, où vous voyez le directeur d'établissement vous sortir 1001 excuses pour vous dire que oui, mais il va falloir qu'effectivement qu'il y ait une personne, parce que l'enseignant n'est pas formé pour. Mais en fait, non. Ce n'est pas un problème, c'est un être humain. Et donc, on a tout un cheminement à faire. C'est vrai que la problématique est très jeune, mais il va falloir la faire. Je reviendrai avec vous d'ici quelques instants, puisque nous marquerons une courte pause. Les arrivées de la route du Rhum, c'est avec la région Guadeloupe et Suzuki Automobile Guadeloupe.